Jean-Claude Massangou propose dans une tribune des pistes de réflexion autour du processus électoral, des réflexions nécessaires pour un aboutissement heureux des élections. Pour lui, la tenue des élections crédibles et apaisées est tout aussi importante que le respect des délais constitutionnels. On parlera aussi de la poursuite des activités de Marie-Olive Lembe-Kabila Kalemi. L'ancienne première dame de la République a lancé ce jeudi une activité sur l'autonomisation de la femme avant de poser la première pierre de construction d'une école moderne. Et on terminera avec l'inhumation de Faustin Foissa, le célèbre commentateur sportif, a été porté en terre ce jeudi. Le dernier hommage lui a été rendu en présence du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et en présence de plusieurs autres personnalités. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, faut-il une table ronde ou reporter les élections à une date ultérieure? Une tribune de Jean-Claude Massangou Moulongo propose des pistes de réflexion sur la tenue des élections en 2023. L'ancien gouverneur propose par exemple que la question sécuritaire et sanitaire soit traitée suffisamment tôt pour éviter d'exclure tout territoire. Sous sa plume de politicien, en sa qualité de chef de parti politique, avec quelques notes économiques en qualité d'expert en finances publiques, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo s'invite au débat de la tenue des élections en 2023. Sur son compte Twitter, il écrit « Face aux défis techniques, financiers et sécuritaires, seul le bon sens et une table ronde pourront éviter au pays une sortie de route précipitée ». Qu'entendre par bon sens et table ronde, c'est dans sa réflexion qu'on trouve quelques éléments de réponse. Son article, un condensé de plusieurs questionnements, les 6 quid qu'on peut désormais appeler, sonne comme une mise en garde. Pour l'argentier congolais, toutes les parties prenantes affichent une ambition d'aller au processus électoral du chef de l'État jusqu'aux institutions d'accompagnement, mais ces derniers pourraient se heurter à la contrainte temps. Selon l'argentier congolais, le calendrier proposé par la Mouka se trouve déjà dépassé par le temps. La feuille de route de la CENI reste muette sur la durée et sur les 8 contraintes soulevées, sans compter les arriérés des élections jamais organisées jusqu'ici. Pour ce qui est des préalables à l'organisation, la session parlementaire de mars et de tous les enjeux, les sujets sont foisonnants et les Romains ne manqueront pas de son poignet, dit-il. Il s'agit notamment de voter des projets de loi sur le mode de scrutin, la question de la congolité, le niveau de seuil d'éligibilité, l'essor des candidats issus d'une même famille et celui des candidatures des mêmes personnes aux multiples élections pour ne citer que ces derniers. Au sujet du financement sans créneau, Massangou Moulongo estime que les élections pourraient nous coûter 2 milliards de dollars. L'ancien gouverneur n'exclut pas l'idée d'un financement extérieur, mais la contrepartie devra être négociée de manière à mettre en avant les intérêts de la RDC sur le long terme. Quant aux fournisseurs équipementiers, il y a nécessité de tirer les leçons des élections passées en apportant des solutions avec de regroupements de fournisseurs possédant la technologie de pointe, pense l'expert en finances publiques. Massangou Moulongo estime que la mutualisation avec l'ONIP, le BCR et l'INS retardera à coup sûr les élections avant d'appeler toutes les parties prenantes à la responsabilité. Et en image d'abord, la présidente de l'ONG Initiative Plus OLK, Marie-Olive Lembe-Kabila, a lancé ce jeudi les travaux de construction d'une école moderne au quartier Katanika à Kalemi au Tanganyika. La maquette du projet prévoit 24 salles de classe, 6 bureaux, une salle informatique et une aire de jeu. Comme partout dans la République, Marie-Olive Lembe-Kabila est engagée dans la formation de la jeunesse. Et après la grande rencontre au stade le 8 mars dernier, Marie-Olive Lembe-Kabila a une nouvelle fois échangé avec les femmes de Kalemi sur les questions liées à leurs droits. Aux côtés toujours de la fondation Musée de Jainette Kabila, l'ancienne première dame a partagé un repas avec ces femmes qu'elle a appelées à devenir autonomes. Arlette Boutella. Après la célébration réussie de la journée du 8 mars au stade du cinquantenaire Joseph Kabila de Kalemi, Marie-Olive Lembe-Kabila et Jainette Kabila viennent de réunir plus de 2000 femmes membres de plusieurs structures pour une sensibilisation. Tutupigie mikono si benye ba mama.
Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, revient ici pour relever l'autoprise en charge qui est le leitmotiv de sa fondation. À son tour, Marie-Olive Lembe Kabila précise que leur rassemblement est purement professionnel et vise la promotion de la femme de Kalemi. À cela s'ajoute la méritocratie. Bamama, tusibakie nyuma, tuendelee kujipiganisha. Parce que kama ile date ya le 8 mars na existe, ni parce que kulikuwa komba fulani, ni parce que kulikuwa maeffort, ni parce que ma sacrifice zilikuwa consenti, ndio kwa maana bamama tuliweza kupata na ile meriti yetu ya kusema kweli kitu chenyewe mtu anapigania na kukireisir na kukipata kwa nguvu zake inaomba reconnaissance. Ndio maana banatureconnaître par rapport ya ile mérite na kutupatia ile droit ya kuweza kuendelesha ile anniversaire par rapport ya sie kufikia ile hatua ya réussite ndani ya resultat zenyewe tuko tunaonyesha kupitia makazi zetu dans différents domaines. À l'occasion, Olive Lembe Kabila annonce l'implantation d'une représentation de la SBL, Initiative Plus, qui aura comme objectif aider la femme et la jeune fille de Kalemi pour l'obtention des microcrédits. Sur place, des pagnes ont été distribuées et la dame au grand cœur a même pris le temps de préparer un mets pour ses hôtes. Repas offert accompagné d'une agrémentation musicale pour cette journée du 9 mars à Kalemi. Et puis la délégation congolaise dépêchée à Dubaï par le chef de l'État dans le cadre du projet de construction du port en eau profonde de Banana a regagné la capitale. Les 6 membres du gouvernement étaient allés donner des garanties à l'entreprise contractuelle Tariq El Farouki. Vous savez, il y a quelques temps, le président de la République a posé la première pierre à Banana pour la construction du port en eau profonde, de manière à offrir à la République pour la toute première fois une grande infrastructure qui va accueillir des bateaux de capacité de 5000 conteneurs. Et donc, il nous a dépêché très rapidement à Dubaï 6 ministres, membres du gouvernement, pour que chacun puisse s'aligner sur les différentes thématiques qui vont accompagner le projet. Et il y a quelques jours, j'ai parlé de conditions suspensives pour que le projet puisse s'exécuter. Les gens peut-être n'ont pas bien compris ce que signifie condition suspensive. En fait, dans chaque projet, il y a des obligations des uns et des autres. C'est-à-dire la partie concédante qui est le gouvernement congolais et la partie concessionnaire qui est DP World, Dubai Port, qui a gagné le marché de la construction du port. Alors, dans la mise en œuvre du projet, les parties se surveillent pour savoir qui a rempli quoi. C'est ainsi que le chef de l'État tient à ce que la République démocratique du Congo ne soit pas la partie qui soit à l'origine de la suspension de ces contrats dans son exécution. Voilà pourquoi chaque ministre a été tenu à pouvoir se rassurer de la manière dont les différentes étapes de son secteur vont devoir se succéder. Au niveau de l'industrie, par exemple, le port ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait une zone industrielle à côté. Et à l'Assemblée nationale, le député national Josué Moufoula a adressé une question écrite au ministre de l'économie nationale sur la flambée des prix de produits de première nécessité dans la province du Nord Kivu. Il a profité de l'occasion pour solliciter l'allègement des frais de participation des élèves de 6e à l'Exeta. Suite à la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité observée ces derniers temps à Goma, le député national Josué Moufoula s'est évertué d'adresser une question écrite au ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaluma Yuma pour plus ample détail. Nous ne savons pas comprendre non plus comment est-ce que l'économie est extravertie à Goma. On importe même la tomate, les arachides, le piment à Gisenyi au Rwanda. Je sers la République et non pas les individus.
Par rapport aux frais de participation aux examens d'État fixés par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, l'élu de Goma plaide pour un allègement du fait de la situation socio-économique difficile que traverse la population de Goma. Une province sous état de siège avec les restrictions, l'éruption volcanique qui est passée par là, le Covid-19 qui a détruit le tissu économique. Soyons humains. Et on demande encore autant d'argent aux parents. Je vais aller voir le ministre et je pense qu'on va en discuter et voir si on peut quand même alléger la souffrance des parents. Par ailleurs, le député national Josué Mufula a profité de sa présence à l'hémicycle pour faire le suivi de ces initiatives parlementaires qui semblent ne pas avancer. C'est entre autres sa proposition de modification de loi organique portant organisation et fonctionnement des FARDC, sa question écrite adressée au Premier ministre depuis le 20 janvier 2022 concernant l'évolution de l'état des sièges en Ituri ainsi qu'au Nord Kivu, la gestion des sinistrés du volcan Nyiragongo, la faillite de la BIAC, de l'ex-Imara, Copec Mekreko et l'essor des épargnants ainsi que des travailleurs au chômage. À la SCPT, le directeur intérimaire a officiellement pris les commandes de l'entreprise. Sa nomination a intervenu après la suspension de son prédécesseur accusé de mégestion et de surfacturation dans un rapport de l'IGF. En exécution aux arrêtés ministériels pris par la ministre d'État du portefeuille, Adelkaïnda Mahina, le premier portant suspension du directeur général AI sortant, Jean Massumbuko, et le deuxième portant désignation de Martin Lukusa comme nouveau directeur général AI de la SCTPSA. Le Conseil supérieur du portefeuille, représenté par Stéphane Kakonde, a présidé la cérémonie de remise et reprise au 7e niveau du bâtiment administratif de cette entreprise publique entre le DGAI sortant et le DGAI entrant. Au cours de cette cérémonie, Stéphane Kakonde, vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, a rappelé les cadres de la tenue de cette manifestation, à savoir la mise en exécution de 2 arrêtés signés par la ministre d'État. Ce faisant, il a prodigué quelques conseils au nouveau DGAI entrant. Martin Lukusa Chibangu Panu et de M. Jean-Pierre Bambi Zita. Je crois qu'on peut le dire. Prenant la parole pour sa part, Martin Lukusa, DGAI, entrant à remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la confiance témoignée en sa personne. Il a déclaré mesurer tous les défis qui l'attendent et s'engage à œuvrer inlassablement, à y faire face et à le relever avec l'appui de tous les agents de la SCTP. Nous avons pratiquement bouffé les capitales de notre entreprise, ce qui fait que l'outil de production n'existe quasiment pas. Les plus grands défis que nous avons, c'est d'abord d'organiser plutôt et de corriger les erreurs de cet état des choses. Ça veut dire améliorer les conditions intérieures d'exploitation de telle manière que les clients nous désirent par contre. Vous avez suivi dans mon discours, nous avons parlé de la concurrence qui est à nos pentes. Et pour que nous puissions faire face à cette concurrence, nous devons améliorer nos conditions internes d'exploitation et nous adapter à l'environnement qui est aussi féroce. Il a promis de lutter contre la bureaucratie, le népotisme et la corruption qui, selon lui, menacent les fondements de la société congolaise de transport et port. La police et la presse quinoise ont évoqué hier un réaménagement de collaboration. Le président de l'UNPC Ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a remis un mémorandum au commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, document dans lequel est repris plusieurs propositions pouvant désormais régir les rapports entre ces deux partenaires. C'est dans les installations du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa que le numéro 1 des journalistes de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, et sa délégation ont été chaleureusement reçus par le numéro 1 de la police ville de Kinshasa. Cette visite revêt des caractères officiels. Une première depuis la réélection de Jean-Marie Kassamba à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo a d'abord commencé par une séance de travail à huis clos entre ces deux chefs et leur équipe restreinte, avant d'être ouverte à la grande plénière avec tous les officiers supérieurs et subalternes de la police de Kinshasa. Ces hommes en uniforme
ont profité de la présence dans leur mur du chef de journalistes de la capitale pour se libérer de leurs préoccupations auxquelles Jean-Marie Kassamba a tenu à porter un éclairage. Au sortir de ces échanges et réflexions avec la police, le président de l'UNPC Kinshasa s'est livré à la presse pour faire l'économie de cette rencontre. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir l'ensemble des représentants et du commandement de la police au niveau de la ville de Kinshasa. Les commandants des SIAD, des sous-SIAD, au niveau des districts également, et des bataillons, ce qui veut dire que l'ensemble de ceux qui encadrent la police ici est au courant aujourd'hui de ce que nous faisons comme travail. Mais aussi l'UNPC Kinshasa, représenté par nous, les 3500 journalistes sont informés désormais qu'il y a un travail de collaboration avec la police. Donc, nous, en tant que presse, nous attendons une franche collaboration. La police peut également compter sur nous pour qu'il n'y ait pas la désinformation. Filmer la police, raconter des histoires, manipuler les images qui ne sont pas vraies de ce qui se passe à Kinshasa. Et donc, nous allons veiller à ça pour que l'image de notre pays, l'image de notre police ne soit pas ternie à chaque fois quand cela n'est pas approprié. C'est incessamment de demain d'ailleurs, notre secrétaire est mobilisé pour remettre à jour l'annuaire de tous les journalistes de Kinshasa. Cet annuaire sera mis à la disposition de la police. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle une application où n'importe qui peut aller consulter pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et donc, il n'y aura pas les conflits inutiles. Nous allons veiller à ce que si la police reproche quelque chose à la presse, il faut que ça soit avéré. Et les contraires est aussi valable. Jean-Marie Kassamba et sa délégation, qui était composée de Piero Mbuyu Saïdi, Willy Atunakov, Ginette Oussimessa et Jonathan Chobo, respectivement secrétaire général, président de la commission de discipline, trésorière et commissaire aux comptes, sont répartis satisfaits des garanties échangées entre la presse et la police quinoise dans cette première rencontre. Et dans le Haut-Katanga, la police a mis la main sur les bandits armés qui s'étaient affrontés avec quelques éléments des forces de l'ordre le dimanche dernier. Ils ont été présentés devant les autorités provinciales. Affrontement entre la police nationale congolaise du Haut-Katanga et les bandits armés le dimanche 6 mars dernier dans la journée à Lubumbashi. C'était une guéguerre suite à l'arrestation de bandits retrouvés longtemps recherchés par la police. La situation maîtrisée par les éléments du colonel Ilunga Katwamba Norbert, surnommé Kake allé sans retour. Parmi les bandits retrouvés figure un élément dangereux surnommé Bébé Kero, un bandit mal réputé à des tueries, viols et de pillages. Aussi des civils, l'autre un médecin et un élément de l'auditorat militaire et un major de la 22e région militaire qui est cité par les bandits qui, selon eux, c'est lui qui leur facilite la prise des armes. Était arrêté. Ces majors est accusé aussi d'être l'auteur de l'évasion de la 22e région militaire dans le groupe Kabengele. Population, c'est la mission nous confiée par le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de sécuriser les personnes et leurs biens. Avec cette opération, nous commençons à comprendre ce qui est en train de se passer et je crois que nous n'allons pas laisser le bras, donc nous allons encourager de sorte que vous fassiez convenablement votre travail pour mettre fin à ce phénomène de criminalité qui inquiète notre population. Après cette opération, il a été récompensé de 12 000 dollars américains et une parcelle qui se situe au Golfe. Ces bandits ont été présentés par le commissaire provincial. Juste après, ils se sont allés à l'auditorat militaire devant l'auditeur supérieur. Ensuite, le commissaire provincial s'est rendu à l'hôpital pour voir un capitaine chargé de l'opération qui était blessé, victime d'un coup de balle, pour que ces derniers soient envoyés en étranger pour prendre des soins appropriés. Et puis, s'inscrivant dans la dynamique de booster le secteur de l'élevage, le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami, Kabamba Ilunga, a reçu en audience le président du conseil d'administration de la compagnie pastorale de la province. Ensemble, ils ont convenu de coopérer afin de pouvoir développer ce secteur porteur d'emploi.
Penser booster les développements dans le secteur de l'élevage, c'est l'un des piliers de l'action gouvernementale. Et c'est l'essence même à accorder à cet tête-à-tête entre le gouverneur ad intérim du Olomami, Kabamba Ilunga, et le président du conseil d'administration de la compagnie pastorale du Olomami, M. P-Claude Munga Lupemba. Les deux personnalités ont jeté un regard porteur d'avenir dans le secteur de l'agro-élevage. Je suis venu présenter l'activité et puis je suis venu lui parler de l'évolution qui se passe à PHL et lui rassurer que nous sommes toujours dans la même logique. Partenariat avec la province et même nous sommes prêts à élargir le partenariat pour d'autres projets avec la province. Nous sommes à la disposition de la province. Donc c'est plus la province, c'est que on veut savoir ce qu'est la province, quelles sont sa vision, quelles sont ses ambitions. Et qu'est-ce que nous on peut, comment on peut participer dans cette vision de la province. Pour mûrir les idées qu'ils ont partagées en tant que partenaires, le gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga a conduit une importante délégation sur place à Kiabokwa. Sa présence sur les lieux témoigne l'engagement du gouvernement provincial à favoriser les partenariats publics-privés dans une logique, celle de promouvoir le développement de tous les deux côtés. Et c'est le début d'une histoire scellée sur base de la détermination et de l'engagement. Et retournant dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe a effectué le mercredi dernier une visite des chantiers en cours d'exécution et de quelques routes qui nécessitent une réhabilitation sur la ville de Lubumbashi. Il s'est agi premièrement d'une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation et de modernisation des routes de la capitale du cuivre. Le gouverneur a démarré sa ronde sur la route Kassapa, où une bonne partie de la chaussée est déjà asphaltée. Sur le tronçon Istem jusqu'à la route de la régie, les travaux continuent et ont atteint le niveau de la pose de la couche de base, la construction des caniveaux et la pose des bordures. Le gouvernement provincial propose la réhabilitation de quelques routes secondaires pour lutter contre les embouteillages au quartier Kaloubwe. De là, Jacques Kiabula Katwe et toute sa suite se sont rendus sur le boulevard Kamanyola. Ici, les travaux se poursuivent sur le tronçon compris entre les avenues Moreau et Likasi. Les engins de l'entreprise Forest posent la couche de base tout en respectant la tuyauterie de la régie des eaux. Et sur l'avenue Mounana, les travaux évoluent sur une distance de 300 mètres. L'entrepreneur pose la plateforme. Un autre chantier qui a intéressé l'autorité provinciale, c'est le boulevard Katouba où l'on pose la couche de fondation. Jacques Kiabula Katwe s'est également imprégné de l'état de plusieurs autres avenues, dont Circulaire et Babemba à Kamalondo et l'avenue Circulaire à la Kenya pour déboucher par la Katouba sur l'avenue Upemba. Cette dernière menace de se couper en deux à cause des érosions. Partout où il est passé, le gouverneur a été encouragé par la population qui s'identifie dans son action. Pour Jacques Kiabula Katwe, l'heure est à l'accélération des travaux pour fluidifier la circulation. Il faut signaler que sur plusieurs chantiers, les travaux touchent déjà à leur fin et les entrepreneurs ont promis de tout finir d'ici la fin du mois d'avril. Et après un bref séjour de travail à Kinshasa, la capitale de la RDC, le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a regagné Kolwezi dans la soirée de mercredi par l'aéroport national de la ville. Devant la presse locale, elle a restitué l'objet de sa mission. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a regagné sa juridiction dans la soirée de ce mercredi 9 mars 2022. Fifi Masuka Saini était dans la capitale pour faire rapport au chef de l'État sur sa récente mission à Lusaka, ce qui avait abouti à la signature d'un accord pour la construction de la route Kolwezi-Solwezi. Marie-Thérèse Masuka a fait savoir que les délégués du gouvernement zambien viennent déjà sur place. Dans les tout prochains jours, elle va rentrer à Kinshasa pour le même dossier, combien important pour sa population. D'abord à Zambie, il est tout à fait normal que nous puissions faire le rapport au chef de l'État, qui nous a envoyé à Zambie. C'est la mission que nous avons faire, voir le ministre de l'Intérieur pour remplir cette mission. C'est celui des chefs de la territoriale, pour échanger sur la situation des provinces. Les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité et une partie des Lualabais étaient à l'aéroport national de Kolwezi, tous rayonnés de joie de revoir le visage de la dame au cœur en or et qui travaille réellement pour améliorer leurs conditions de vie.
Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassiané Nanga, se dit déterminé à promouvoir les droits de la femme pour l'émergence de son entité, conformément ainsi à la vision du chef de l'État. L'assurance a été donnée par sa ministre du Genre, Françoise Azarokani, lors d'une messe d'action de grâce. C'est une cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du Ziro plein à craquer qui reçoit la délégation du gouvernement provincial venue implorer la grâce divine en faveur de populations meurtries, singulièrement dans la partie nord-est de la RDC. De l'homélie aux différentes allocutions, la communication de ce 8 mars 2022 s'est cristallisée autour du plaidoyer en faveur de la paix pour l'autonomisation de la femme congolaise. Je rends des hommages depuis différents au premier homme et citoyen de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les efforts et l'ensemble de la promotion de la femme congolaise. Il trouve ici l'expression de la profonde gratitude de toutes les femmes de la province du Haut-Ouélé. Puisqu'il est souvent reconnu que derrière les grands hommes, il y a une grande dame, nous devons féliciter la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour ses nombreuses contributions afin de soutenir les chefs de l'État dans ces lourdes fonctions. Je ne saurais passer sous silence les exploits de l'autorité provinciale, son Excellence honorable Christophe Bassiané Nanga. Plusieurs défis ont été soulevés par la femme en rapport avec le thème de l'année lié à la lutte contre le changement climatique en vue de renforcer l'autonomisation de la femme. Pour les acteurs spécialisés dans la promotion des droits de la femme, faire progresser l'égalité de sexe dans les contextes de la crise climatique. Pour les acteurs spécialisés dans la promotion des droits de la femme, faire progresser l'égalité de sexe dans les contextes de la crise climatique et de la réduction de catastrophes est un grand défi du XXIe siècle, nécessitant l'implication de tous pour son relèvement. C'est ce que s'emploie à faire le gouvernement provincial dirigé par Christophe Bassiané Nanga, qui chaque jour fait un pas de géant dans la promotion de la femme, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et célébration de la journée de la femme, on en parle encore une fois à Kindu. Les femmes du club des Amis de Bukanga pour le développement du Maniema ont fêté avec le député national Rachidi Bukanga-Rubin qui à l'occasion a lancé un message à l'unité, au travail et au développement. Les femmes du club des Amis de Bukanga pour le développement du Maniema Kabodema ont célébré avec faste la journée dédiée à l'émancipation de la femme du monde. Après leur participation à la messe dite à la tribune centrale de Kindu, à l'occasion de cette journée du 8 mars, ces femmes amies du député national Rachid Bukanga-Rubin ont organisé ensuite un défilé dans les grandes artères de la ville de Kindu pour aller chuter dans la salle Champagnat du collège d'Elenano. Ici, elles ont été plus de 1000 femmes venir remercier leurs amis doublement élus à la députation provinciale et nationale pour l'encadrement dont elles ont été bénéficiaires pour célébrer cette journée leur dédiée. Et pour commencer la cérémonie, une projection sur les réalisations de l'ancien président Joseph Kabila Kabange a ouvert les rideaux avant que la responsable des Kabudema ne prononce son mot de bienvenue. Kwa ajili ya kutufurahisha shiba mama. Nafurahi sana. Mimi kwanza binafsi ndio ya kwanza. Le député national Rachid Bukanga-Rubin, accompagné du député provincial Rachid Mumponga Edouard, a, dans son speech, insisté sur les mots-clés de la devise de l'ASBL Kabudema qui se résume dans l'unité, le travail et le développement, socle de l'avancement de tout milieu. Bila nyie kama si hatuko. Haiko vile. Ndio maana nilibaambia, nilisema bamama yangu ya Kabudema batafetea bopeke. La journée du 8 mars a été aussi célébrée dans le Sankourou par l'Union pour la réussite du Congo aux côtés des femmes et écolières. Le parti cher à Simon Ikamba a fait un don d'épargne à ces dernières. Après avoir fait des dons d'étoiles et babouches aux populations de la province du Sankourou, l'Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba et seul parti allié de l'UDPS dans cette province, revient encore cette fois-ci faire connaître aux femmes de cette province leurs droits en ce mois de mars, un mois qui leur a été dédié.
Nous sommes dans les territoires décollés où toutes les femmes ont été sous l'encadrement du parti Union pour la réussite du Congo depuis les débuts du mois de mars. Spécialement le jour du 8 mars, journée internationale de la femme, et les jeunes filles y compris, les élèves du territoire décollé s'est vu être toutes vêtues d'épargne, dont du parti politique URCO, parti à Simon Ikamba, dans sa mission de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à valoriser la femme congolaise et celle de la province du Sankourou. Simon Ikamba, c'est le cadeau du ciel, c'est l'étoile d'école. Il a défendu la cause de la mère des mamans d'école. Les mamans d'école, viva! Viva! Ce n'est pas fini. Simon Ikamba et son parti URCO ont payé encore les frais des fêtes de ces femmes pour leur permettre un défilé à l'image du parti. Cet encadrement se fera sous forme des ateliers organisés à leur intention. Ces jeunes filles et élèves de Sankourou vont bénéficier de l'accompagnement de l'URCO tout au long du mois de mars, dans le cadre de la promotion de l'autonomisation de la femme des URCO dans cette province du pays. Et puis Jean Lukusa Dimanja est en tournée de sensibilisation et de mobilisation de la base de Lodja. L'envoyé spécial de Lambermende au Malanga a parcouru plusieurs villages du secteur de Kondo-Nchumbe. Cette ronde de réarmement effectuée par ce haut cadre de la CCU lui a permis de palper du doigt les réalités du vécu quotidien des habitants de ce coin. Plusieurs villages du secteur de Kondo-Tchumbe, dans les territoires de Lodja, province du Sankourou, ont été émerveillés de la visite de Jean Lukusa Dimandji, président de la fondation Dr Jacob Elola Dimandji, et au cadre de la CCU, parti politique cher à Lambermende au Malanga. À son arrivée en provenance de Kinshasa, Jean Lukusa, accueilli triomphalement par la population de ces coins du pays, a de prime abord honoré la mémoire de son père biologique, Dr Jacob Dimandji, en s'inclinant sur la tombe de ses grands chefs coutumiers. S'en est suivi une tournée de redynamisation et réarmement de la CCU dans ces secteurs, accompagné des cadres du parti et du vice-président de la notabilité rénovée Lodja. Jean Lukusa Dimandji a débuté son pèlerinage au village Okolongo où toute la population était en ébullition. Pareil accueil dans d'autres agglomérations rurales parcourues, dont le village Okolo où ce digne fils du terroir a été transporté en Chipoy sur plusieurs kilomètres à pied, une manifestation de joie, symbole du chef, exprimée par les habitants de ces villages natals de Lambermende. Au village Colossène, il a bénéficié du chèvre et du riz, symbole d'accueil du fils par ses parents. Direction village Lokula, où l'envoyé spécial de Lambermende a écouté les préoccupations de la population locale et leur a promis de lutter en vue d'obtenir des solutions idoines. Dans le groupement d'Ikunda, Jean Lukusa a également reçu un mémorandum résumant les attentes de base de ses habitants. Nous remercions l'honorable Lambermende Omalanga, communément appelé Etuka Hokedja Hokedunga, le Hokodoka Tcheludimava. Nous vous demandons d'accomplir tous les projets que votre père nous a promis sans hésitation. Arrivé tard dans le village Djanga, Jean Lukusa Dimandji a conclu cette ronde de sensibilisation de la base de la CCU de Lambermende au Malanga, effectuée en 48 heures pour palper du doigt les réalités du vécu quotidien de la population de ces coins du pays. Et pour terminer, décédé depuis le 11 février dernier, Faustin Fwassa Tobissa a été inhumé ce jeudi 10 mars. Cette légende du journalisme sportif congolais a bénéficié de funérailles dignes de son rang en présence de plusieurs personnalités politiques et médiatiques, notamment le ministre de la Communication Patrick Mouyaya qui a émis le vœu de baptiser l'Institut congolais de l'audiovisuel et médias à l'Institut Faustin Fwassa Tobissa. C'est à l'esplanade de la RTNC que le célèbre Faustin Tombisha, journaliste à la RTNC, a reçu ses derniers hommages. Après toute une vie consacrée au service de la communauté. Tout le réconfort à la famille de l'illustre disparu. Plusieurs témoignages de ses proches, sa famille et ses collaborateurs ont essayé d'illustrer ce qui était la personne de l'illustre disparu. Nous rédigeons, on dit des chapeaux abusivement. Il nous a rappelé que ça s'appelle des papiers d'introduction. Ça, c'est Fwassa. S'il était de mauvaise humeur, vous le comprenez directement. Il arrive à l'heure et par moment, les étudiants arrivent en retard. Vous le trouvez, il est là, il ne parle pas et vous comprenez qu'il est mécontent. Car
comment te quitter sans pleurer, sans regretter? L'ami fidèle et généreux, le père aimant, modèle. L'Union nationale de la presse du Congo, dont Fwassa Tumbisa était l'un des sociétaires, était bel et bien représenté par Gabi Kuba et Jean-Marie Kassamba, respectivement président national et président section ville de Kinshasa. L'icône, Fwassa, professeur, journaliste, polyvalent, c'est que nous avons toujours protégé, c'est quelqu'un qui a vraiment honoré notre profession. Donc il était tout à fait normal qu'on soit venu lui dire au revoir et il part en paix. Il a fait vraiment l'essentiel dans cette maison pendant longtemps, qu'il sert de modèle. Quand on parle de journaliste, c'est pas seulement faire du bruit, c'est insulter, c'est faire le travail de journaliste. François Kaboulou Mwana Kaboulou, l'un des complices du défunt, se dit déchiré par cette disparition et compte immortaliser la mémoire de son ami et parrain. Moi, je suis pas Dieu, je demande à Dieu qui m'avait donné l'inspiration de contacter Fwassa, le même Dieu, Dieu de bonté, toujours Dieu de décisions positives. Il va certainement me guider, il va m'inspirer pour que le nom de Fwassa soit perpétué. Physiquement, il n'est pas avec nous. Sportivement, spirituellement, sur le plan du boulot, Fwassa va persister. Christine Lenzo, l'une des bénéficiaires de l'encadrement de Fwassa Tumbisa, et Michael Bakemba, l'un des journalistes de la nouvelle génération, n'ont manqué de trouver de justes mots pour saluer la mémoire de cette icône de la presse congolaise qui reposera à jamais au cimetière chemin du paradis. Place au rappel des titres à présent. Jean-Claude Massangou propose dans une tribune des pistes de réflexion autour du processus électoral, des réflexions nécessaires pour un aboutissement heureux des élections. Pour lui, la tenue des élections crédibles et apaisée est tout aussi importante que le respect des délais constitutionnels. Et Marie-Olive Lembe Kabila poursuit ses activités lancées dans le cadre du mois de mars. L'ancienne première dame de la République a lancé ce jeudi une activité sur l'autonomisation de la femme avant de poser la première pierre de construction d'une école moderne. Et funérailles de Faustin Fwassa, le célèbre commentateur sportif, a été porté en terre ce jeudi. Le dernier hommage lui a été rendu en présence du ministre de la Communication Patrick Mouyaya ainsi que de plusieurs autres personnalités. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties notamment aux actes générateurs de recettes ci-après la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1B et 2, les droits de délivrance des certificats d'homologation pour restaurants des 0 à 1 fourchette, d'une agence de voyage des catégories C et D et des hôtels des 0 à 1 étoile. La taxe sur autorisation de transport des biens et des personnes, la taxe sur autorisation d'aménagement de parkings privés sur le domaine public de la ville, parking privé et parking réservé, la taxe d'homologation auto-école et garages, la taxe d'enregistrement annuel des établissements de loisirs, le frais des certificats médicaux de bonne santé pour le personnel des établissements classés, les taxes des superficies sur les concessions minières, la taxe sur les loyers échus, la taxe sur autorisation de commercialisation de l'eau, la taxe sur autorisation de production d'exécution d'œuvres d'art et culturelles anonymes, la taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardiennage, quelle échéance est fixée au plus tard le 31 mars 2022. Dépassé ces délais, les pénalités vous seront appliquées conformément à la loi en vigueur. Communiqué signé Koulou Tantoula Félicien, directeur général de la DGRK.
La famille Mbouyou a la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances les décès de leurs frères, pères et oncles Jules Mbouyou Mwepou, mort survenu le 3 mars 2022 de suite d'une longue maladie. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Vendredi 11 mars 2022, veillée mortuelle dans la salle Saint-Dominique sur 13e rue Limité résidentielle. Samedi 12 mars 2022, enterrement au cimetière des Nécropoles de Entre-Terre et Ciel. Pour la famille, ce communiqué tient lieu de faire part.